Merci de nous recevoir chez vous. Le Sénégal, pour faire face au changement climatique, a mis sur place de nombreuses initiatives, dont la transition énergétique. Et ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement à la stratégie de développement à long terme pour le climat. Et pour en parler, nous aurons Madeleine Diouf-Sarr du ministère de l'Environnement. Nous aurons également un invité du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Sambou Fall. Bonsoir. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir échanger avec vous sur l'élaboration de la stratégie. Mais auparavant, je voudrais juste me présenter. Je suis Samba Fall, je suis le responsable climat et de la transition systémique au niveau de Enda Énergie. Monsieur Fall, est-ce que vous pourrez un peu revenir nous expliquer c'est quoi l'importance de cette transition-là? Pour en parler, peut-être que je voudrais juste évoquer l'accord de Paris. L'accord de Paris signé, conclu en 2015 à Paris pour un peu et qui a permis de pouvoir montrer l'importance de l'effort global de tous les pays pour réduire l'augmentation de la température, mais aussi réduire les effets des changements climatiques. Et pour cela, l'accord de Paris disait qu'il fallait réduire d'ici 2100 l'augmentation des températures à hauteur de 1,5, donc vraiment limiter l'augmentation, voire 2 degrés Celsius. Mais récemment, d'après les dernières études qui ont été faites sur le climat par le groupe d'experts sur l'évolution du climat climatique, en tout cas, sonne l'alarme sur réellement l'urgence de l'action climatique pour arriver vers cet objectif. Et pour cela, si réellement rien n'est fait, si avec les politiques actuelles, on va continuer vers une augmentation de l'ordre de 3 degrés, qui est vraiment en dessous de ce qui est vraiment attendu. Et avec les politiques actuelles, notamment la contribution déterminée au niveau national, la CDN au niveau de tous les pays qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait en tout cas avoir une augmentation de l'ordre de 2,8%, mais 2,8 degrés d'ici 2100. Mais pour cela, je pense qu'en plus de ces contributions déterminées au niveau national, les pays ont été invités récemment, depuis quelques années, mais récemment à la dernière COP, on a vraiment insisté sur le fait qu'un pays doit pouvoir, les pays doivent vraiment répondre à un article clé de l'accord de Paris, qui est l'article 4.19, qui invite tous les pays à élaborer ce qu'on appelle la stratégie de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique, qui s'inscrit sur le long terme pour aider à définir des trajectoires à même de pouvoir réduire non seulement les émissions, pour être toujours dans la dynamique du maintien de l'augmentation de la température, mais aussi pour permettre à ces pays, sur le long terme, de définir des mesures qui puissent leur permettre de combattre ou bien de réduire les effets des changements climatiques, et particulièrement les pays les moins avancés, comme le Sénégal. Vous voyez qu'on continue à assister à des inondations récurrentes, mais aussi une sécheresse, aussi des poches de sécheresse récurrentes, mais aussi parfois des vents violents et parfois même des périodes chaudes, donc qui font que réellement on va de plus en plus continuer à subir les effets des changements climatiques, mais c'est au niveau de tous les secteurs, mais surtout particulièrement le secteur primaire. Mais je pense que ce qui est le plus important ici à soulever, c'est que le Sénégal aussi s'est inscrit dans une dynamique d'élaboration de la stratégie de long terme pour aider les décideurs politiques à identifier les trajectoires les plus appropriées sur le long terme dans le domaine énergétique, industriel, infrastructurel, mais agricole, mais qui répondent aussi aux objectifs de court terme. Parce qu'actuellement, on ne peut pas parler de planification sur le long terme en occultant la dimension, les objectifs de court terme, qui comprennent entre autres la pauvreté, mais aussi les objectifs de développement économique dans des secteurs vraiment clés, surtout l'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce que le Sénégal est un pays producteur de gaz et de pétrole, mais aussi il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'usage de ces ressources, et il va falloir que la stratégie sur le long terme puisse définir des trajectoires qui puissent répondre à ces objectifs de court terme, surtout pour répondre à l'équité territoriale en termes d'accès à l'électricité. Parce que jusqu'à présent,
il y a encore des disparités entre la zone urbaine et les zones rurales. Actuellement, le Sénégal a fait vraiment des progrès énormes jusqu'à 60% en termes d'accès à l'électrification rurale, mais je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à faire pour que réellement l'accès universel tant promis soit une réalité. La même observation peut être aussi faite dans le domaine industriel. Il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine industriel, mais il faut reconnaître que toujours le secteur éprouve beaucoup de difficultés liées parfois à l'accès à l'énergie qui est souvent important et qui doit être vraiment surmonté. À part l'industrie, il y a le domaine agricole. Le domaine agricole, considérant la tendance des aléas climatiques, il va falloir trouver réellement des solutions innovantes d'une agriculture intelligente qui intègre le pompage solaire, mais qui utilise les ressources énergétiques pour réellement répondre à la résilience du secteur agricole et de la gestion de l'eau. Et dernièrement, je pense que le dernier élément qui est couvert par la stratégie, c'est tout ce qui concerne la mobilité avec l'intégration de solutions vertes dans la mobilité durable, mais aussi la question de l'aménagement pour que réellement la gestion des déchets, l'aménagement du territoire soit réellement mis en symbiose pour arriver à un développement harmonieux qui réponde et qui contribue à la mise en œuvre d'actions climatiques dans ces différents domaines. Donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs processus au niveau de la Convention sur non le seulement climat. il y a ça, mais c'est un projet très ambitieux. Oui, effectivement. Et pour le mettre en place, nous avons constaté que vous avez mis un cadre de co-construction. Et on aimerait que vous nous expliquiez comment ça se passe. Toujours la spécificité du Sénégal, l'élaboration de la stratégie de long terme a été vraiment bâtie sur une approche de co-construction. Contrairement à ce qui se fait au niveau des autres pays, où vraiment c'est une approche de consultance. Là, on a mis en place depuis 2021 avec l'appui de l'AFD, mais aussi l'appui de l'African Climate Foundation, une initiative coordonnée sur le plan technique par ENDA Énergie et IDRI, mais c'est surtout porté par les deux ministères clés, que sont le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, mais aussi le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui constituent les ministères de tutelle de cette initiative et qui englobe l'ensemble des autres sphères du gouvernement dans cette initiative. Donc, sur le plan institutionnel, ce que nous sommes arrivés à faire depuis 2021, c'est qu'on a mis en place des groupes techniques thématiques en relation avec ces 4 types de transitions que je viens d'évoquer. La transition énergétique, industrielle, infrastructurelle, mais aussi agricole. Et ces groupes thématiques sont composés d'experts sectoriels, donc venant des ministères en charge de ces questions, mais aussi sont renforcés par des chercheurs, des acteurs de la société civile, mais aussi des secteurs privés pour davantage mieux définir les trajectoires qui sont appropriées aux objectifs de court terme et de long terme. Donc, c'est comme ça que cette initiative a été mise en place. Mais nous savons très bien que la dimension technique ne peut être validée ou bien promise que s'il y ait une validation politique. Et c'est pour cela que l'initiative s'est dotée, a mis en place un pool d'ambassadeurs qui sont composés vraiment de parties prenantes très bien au fait des orientations stratégiques du pays, mais qui ont une longue expérience en termes de stratégie, aussi bien en termes de recherche, mais aussi d'influence politique, mais aussi d'orientation venant du secteur privé. Donc on a un pool d'ambassadeurs qui ont, je peux dire, une trentaine d'expériences dans ces thématiques et qui, en tout cas, jouent un rôle d'appui stratégique pour l'appropriation de cette initiative. Donc vraiment, je pense que sur le plan institutionnel, c'est un exemple qui a été partagé à plusieurs reprises au niveau international sur le processus endogène de l'élaboration de cette stratégie et qui, est, à notre sens, constitue un atout réel parce que la révision de la contribution déterminée au niveau national, la révision, l'élaboration des politiques sectorielles et nationales peuvent vraiment être bâties sur la base de ces groupes qui sont vraiment très bien ancrés et qui font un travail technique vraiment important et qui, je pense que sont d'une utilité particulière parce que nous avons réussi à mettre ensemble les ministères sectoriels, donc l'État, mais aussi le secteur privé, la société civile, mais aussi les parlementaires en symbiose pour réellement mieux définir
les trajectoires adaptées en termes d'accès à l'énergie, mais en termes de développement, déploiement industriel, en termes de sobriété dans le secteur des transports et de la gestion des déchets, mais surtout la synergie nécessaire entre l'agriculture, l'élevage, les pêches, la gestion des ressources en eau, pour ne citer que cela, et que inviter, permettre à ces départements de pouvoir se doter d'unités techniques de prospective. Parce que là, lorsqu'on parle d'élaboration d'une stratégie sur le long terme à l'horizon 2050, on vise vraiment la modélisation, la scénarisation, et qui peut permettre in fine, au niveau de ces structures qui ont été des parties prenantes dans ce processus, de pouvoir réviser toutes les politiques possibles, de pouvoir élaborer, de faire des calculs nécessaires pour pouvoir définir les objectifs sur le long terme. Après Samba Fall de ENDA, nous avons également M. Amath Ndiaye du CETUD. M. Amath Ndiaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. M. Ndiaye, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle que vous jouez au niveau de cette thématique-là? C'est Amath Ndiaye, chef de la division de l'Observatoire des déplacements, donc au CETUD, Conseil exécutif des transports urbains durables, donc lead du groupe thématique transition infrastructurelle dans le cadre de cette initiative. Voilà, donc cette initiative est une initiative très pertinente qui vient en son heure. Elle est pertinente dans le sens où c'est une approche en tout cas inclusive qui est mise au devant, qui regroupe en tout cas un ensemble de parties prenantes composées de sectoriels, que ce soit en tout cas les services de l'État, les services étatiques, que ce soit aussi le secteur privé et également aussi d'autres acteurs tels que la société civile et des chercheurs. Donc, pourquoi c'est important dans le cadre de ce qu'on est en train de faire, de l'exercice qu'on est en train de faire, c'est que nous sommes dans une dynamique, en tout cas, d'amélioration des conditions d'existence des populations. Donc, il faudrait qu'on puisse, en tout cas, prendre en compte tous les besoins, en tout cas, de ces populations, puisque le changement de paradigme voudrait que toutes les politiques que nous menons soient centrées sur l'humain. Donc, pour ce faire, il faudrait quand même qu'on puisse avoir, en fait, cette multiplicité, en fait, d'acteurs qui interviennent chacun en ce qui le concerne, qui pourrait amener peut-être l'expertise nécessaire pour pouvoir orienter, en tout cas, les différentes trajectoires qu'on aura à définir dans le cadre de cette initiative. Donc, ça, c'est un aspect important. C'est aussi, en fait, une approche qui est innovante, puisque aujourd'hui, on va allier, en fait, stratégie de développement et puis aussi stratégie, en tout cas, je dirais, de sobriété et de résilience, n'est-ce pas? Donc, moi, par exemple, pour ce qui nous concerne, la transition infrastructurelle, c'est un aspect qui est très important à prendre en compte. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte, en fait, les besoins stratégiques, que ce soit les besoins en termes de développement économique, social, culturel et autres, et en même temps prendre en compte les exigences donc de lutte contre en fait les effets du changement climatique, en intégrant certains aspects liés à la sobriété carbone et en intégrant aussi la résilience de ces infrastructures. Donc c'est pour ça, en tout cas, c'est une initiative qui est très pertinente, en tout cas pour nous sectoriels, et ça rentre dans ce cadre de manière très élémentaire, hein? Qu'est-ce qui est pris en charge au niveau de votre thématique? Voilà. Donc dans notre thématique, comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche globale, une approche holistique, une approche systémique. Voilà. Donc nous sommes dans la transition infrastructurelle, mais quand on entend transition infrastructurelle, on peut penser directement aux infrastructures. Les infrastructures sont importantes dans le dispositif, puisque c'est à travers ces infrastructures-là qu'on parvient quand même à mettre en place, en tout cas, une politique économique qui est soutenue, en tout cas, par une politique infrastructurelle très solide. Mais au-delà des infrastructures, il y a d'autres thématiques qui sont importantes qu'il faudrait aussi qu'on puisse prendre en compte. Nous allons prendre dans ce cas de figure, par exemple, la dimension liée au cadre de vie. C'est important puisque, je le disais tout à l'heure, donc toute notre politique aujourd'hui doit être centrée autour de l'humain. Mais l'humain évolue dans un cadre de vie. Il faudrait faire en sorte que ce cadre de vie soit cohérent avec la politique infrastructurelle qu'on met en place et qu'on puisse quand même, en tout cas, lui assurer, en tout cas, un cadre de vie décent. L'autre aspect aussi, c'est que, toujours par rapport en tout cas, à la centralisation sur l'humain, à la centralité sur l'humain,
faire en sorte aussi que son environnement immédiat, que ce soit un environnement aussi qui puisse être un environnement qui est sain. Donc, c'est pour ça on a pris en compte dans le cadre de cette transition infrastructurelle toutes les problématiques liées à la gestion des déchets, que ce soit les déchets liquides ou les déchets solides. Donc, puisqu'il y a aujourd'hui quand même, en tout cas, des enjeux énormes qui tournent autour en fait de la gestion des déchets de façon globale. Je vais donner juste quelques exemples. L'économie circulaire aujourd'hui, je pense que tout le monde en a entendu parler. Nous sommes dans des dynamiques où l'économie circulaire est aujourd'hui, en tout cas au centre même des politiques de développement, en termes de potentiel de création d'emplois, mais en termes aussi de revalorisation en fait de ces déchets pour en tout cas faire en sorte en tout cas d'améliorer donc l'environnement immédiat donc de ces populations. Maintenant, nous savons aussi que si on veut en tout cas régler certaines problématiques, on ne peut pas occulter en fait l'aménagement du territoire. Je donne l'exemple de Dakar. Dakar en fait est une presqu'île qui occupe plus ou moins 0,3% donc du territoire national et qui concentre près de 25% de la population donc sénégalaise. Donc vous verrez un peu tous les enjeux liés par exemple à la densité démographique et aussi tous les enjeux, les défis qui seront liés donc à en fait la demande qui va tourner autour de ce boom démographique. Donc, il faudrait que nous, si on veut régler par exemple le problème de Dakar, sans pour autant tenir compte de la problématique de l'aménagement du territoire, donc on ne pourra jamais y arriver. Il y a eu des initiatives qui ont été prises à travers peut-être la ville de Diamniadio, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà en fait pour quand même pouvoir mettre en place d'autres, je dirais, métropoles, des métropoles qui pourraient quelque part permettre d'équilibrer en fait cette dynamique démographique et faire en sorte que la dynamique économique aussi puisse permettre aux populations d'aller vers d'autres donc régions ou d'autres zones du Sénégal. Mais dites-moi, et les problèmes liés au transport, est-ce que c'est pris en compte dans votre thématique? Oui, effectivement. Donc dans le cadre en fait de cette thématique, comme je vous disais, c'est la transition infrastructurelle. Mais il y a en fait, nous avons défini différentes transformations clés sur lesquelles et des leviers sur lesquels nous pouvons agir pour quand même arriver donc à atteindre en fait cette transition infrastructurelle. Donc parmi l'une des transformations, il y a en tout cas une bonne partie qui a été réservée à la mobilité, puisque nous connaissons tous les défis aujourd'hui de la mobilité, malgré les efforts qui sont en train d'être faits. Il y a aujourd'hui des initiatives telles que le projet de bus rapide transit, donc qui a démarré récemment, voilà, et qui permet quelque part de régler, en tout cas, une certaine, je dirais, qui permet quelque part de régler une partie en fait des problèmes de mobilité donc de Dakar. Maintenant, parmi en fait les initiatives à mettre en place aussi, il y a en tout cas une bonne part du transport au niveau aussi des régions, faire en sorte qu'on puisse aussi assurer en fait un transport à l'intérieur donc du pays avec d'autres initiatives, le ferroviaire. Des initiatives moins polluantes quand même. Voilà, des initiatives aujourd'hui moins polluantes. Bon, je parlais tout à l'heure du BRT. Le BRT, c'est en fait un projet de transport qui est 100% électrique. Donc, qui émet, je dirais, avec zéro émission. Donc, il faudrait quelque part que nous, à notre niveau, qu'on puisse aller vers des initiatives de ce genre et qu'on puisse le démultiplier à travers donc les centres urbains et faire en sorte qu'on puisse aller vers un transport durable. Maintenant, il n'y a pas en fait que les modes motorisés. Nous avons dans le cadre en tout cas de notre planification stratégique mis en place un plan de mobilité urbain durable pour Dakar par exemple. Et dans ce plan de mobilité urbain durable, nous avons défini ce que nous appelons en fait des transports collectifs sur site propre, en disant, à l'instar de ce qu'on a fait sur le BRT et sur le TR, nous allons faire en sorte de créer d'autres lignes qui pourront venir en fait, en tout cas s'ajouter à l'offre de transport moderne qu'on est en train de mettre en place pour en tout cas favoriser une mobilité durable. Mais à côté de cela, on va aussi développer des modes actifs.
Le mode actif, c'est la marche. Nous avons fait des études qui nous ont montré que 70% des déplacements... cyclisme. Voilà, donc j'allais en venir. Donc tout ce qui est aspect lié, par exemple, donc, au vélo, voilà, donc il y a aussi des infrastructures à prendre en compte dans ce sens pour faire en sorte que, en tout cas, que notre mobilité soit une mobilité durable et qui soit en fait respectueuse de l'environnement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Ndiaye. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Vous l'avez peut-être remarqué, la LTS est un projet très ambitieux qui prend en charge aussi bien les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, les infrastructures, la gestion des déchets solides, également la mobilité urbaine. Cependant, le rôle du ministère de l'Environnement pour la réussite de ce vaste projet qui s'étale jusqu'à 2050 aiguise notre curiosité, nous pousse à nous approcher de Madeleine Diouf Sarr pour en savoir plus. Nous participons dans ce processus d'élaboration du LTS en tant que structure nationale à côté du ministère de l'Énergie en charge des mines et du pétrole pour assurer la coordination de cette stratégie sobre en carbone dans le long terme. Et c'est un processus que nous avons mené avec le ministère en charge, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique en collaboration avec le ministère de l'Énergie et du pétrole et des mines pour voir au niveau du Sénégal avec l'appui de notre partenaire qui est l'Agence française de développement quel est dans le long terme en tout cas le développement sobre en carbone que le Sénégal peut mener et tout en ce que ça soit gagnant-gagnant pour le Sénégal et que toutes les simulations soient faites, en tout cas avec l'ensemble des structures sectorielles, pour voir quelle est la stratégie la plus optimale pour le Sénégal, qui soit sobre en carbone, en tenant compte bien sûr du contexte national et des spécificités nationales. Donc c'est un travail que nous menons depuis 2021. Avec l'appui technique de ENDA comme facilitateur, le centre aussi de recherche français, IDRI, qui travaille, et l'ensemble des structures nationales, sectorielles, différentes réunions, différentes rencontres sont menées. Il a été mis à disposition, identifier des champions des secteurs que sont l'énergie, des secteurs que sont l'agriculture, des secteurs que sont le transport, des secteurs que sont l'industrie et également, en tout cas, des experts du changement climatique, tout ensemble, puisque l'entrée est vraiment une stratégie sobre en carbone qui permet au Sénégal de contribuer à l'effort global de lutte contre les changements climatiques. Donc, vraiment, c'est un processus très inclusif et le ministère vraiment est en collaboration étroite avec le ministère de l'Énergie, en collaboration étroite avec le facilitateur technique et ENDA et l'ensemble des autres secteurs. Nous travaillons ensemble pour voir quelle est cette stratégie, en tout cas sobre en carbone sur le long terme que le Sénégal peut mener. Je tiens à dire que pour chaque thématique, il y a 3 scénarios qui sont identifiés. Donc, et l'esprit est vraiment d'aller d'analyser ces scénarios ou de les bâtir sur d'abord un scénario classique, comme on appelle business as usual, c'est la tendance continue de ce que nous faisons. Un scénario, en tout cas, qui est un scénario conservateur ou je peux appeler un scénario de moindre envergure, et un scénario que je dirais, un troisième scénario que je dirais un scénario très ambitieux. Donc que ça soit pour la thématique énergie, ces 3 scénarios s'appliquent. Pour la thématique industrie, infrastructure, ces 3 scénarios s'appliquent. Et
la thématique agriculture au sens large, ces trois thématiques. Ces trois, en tout cas, approches s'appliquent. Donc, nous sommes à ça. Donc, si on regarde, nous avons donc 9 scénarios sur lesquels les experts, en fonction de leur spécificité, travaillent. Comme je l'ai dit, chaque thème a 3 scénarios. Et l'esprit est également de simuler dans le modèle ces différents scénarios, en tout cas de voir quels sont les gains pour le Sénégal, gains économiques, gains en matière en tout cas de retombées sociaux, pour voir le scénario le plus optimal. Comme l'a si bien dit Madame Madeleine Diouf Sarr, construire la résilience à long terme est l'objectif principal de la LTS. Un projet ambitieux et transversal dirigé par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie. Nous espérons que les nombreux efforts conjoints de l'État, du secteur privé, de la société civile et des communautés ne seront pas vains. Il est essentiel que ces actions soient accompagnées d'un suivi rigoureux pour garantir la durabilité et ainsi nous permettre de mieux affronter les défis posés par les changements à venir. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre thème sur l'environnement.